la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle L'art en histoire, dont la seconde édition est consacrée aux questions d'identité artistique au XIXe siècle et au début du XXe siècle, Philippe Dagen revient sur la notion de primitivisme. Bonsoir. Pour cette deuxième séance du cycle de conférences L'art en histoire, cette année, nous avons une proposition autour des identités, d'une réflexion sur l'identité artistique, l'identité des artistes. Cette deuxième conférence, donc, nous accueillons Philippe Dagen, donc, qui est critique d'art, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous avons l'honneur donc de l'accueillir et voilà, je le présente, mais vous le connaissez déjà très certainement. Ses ouvrages sur l'art ont porté notamment sur les périodes de la modernité, mais pas seulement, sur des artistes. Et ce soir, il va évoquer les primitivismes. On peut le mettre effectivement, l'art primitif ou le primitivisme au singulier, mais aussi au pluriel. C'est un titre qui va vous permettre certainement d'avoir des réflexions et d'avoir des pistes pour mieux comprendre un petit peu cette période. C'est une demande que je lui avais faite, c'est-à-dire de rester sur une période assez restreinte au niveau du temps, au niveau de l'axe historique, pour aller un petit peu au-delà du 19e siècle et voir les débuts du 20e siècle. Et en mars prochain, nous aurons la troisième conférence de ce cycle qui permettra d'accueillir Pascal Bonafou autour de la question de l'autoportrait des artistes et qui focalisera aussi son regard sur cette première période, première moitié du 20e siècle. Je vous remercie d'être venus si nombreux et je laisse la parole donc à Philippe Dagen. Je vous remercie. Oui, vous avez déjà précisé deux des points que je m'apprêtais à signaler en introduction. C'est-à-dire que les quelques propos que je vais tenir sont assez circonscrits dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que je me suis tenu à peu près, pas totalement, à la situation, on va dire, française, de la fin du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale ou aux années qui suivent immédiatement la Première Guerre mondiale, même si l'introduction nous rapprochera de l'époque actuelle et la conclusion, si j'arrive à aller jusqu'à la conclusion, à plus forte raison. Un autre point auquel je tiens beaucoup, c'est que au cours de ces propos, il y a des termes que je vais devoir employer parce que ce sont les termes de l'époque. Pour certains d'entre eux, vous les verrez d'ailleurs imprimés, y compris dans des livres. Et ce sont des termes que dans les deux volumes que j'ai consacrés à ces questions, j'ai systématiquement, avec naturellement l'accord de l'éditeur, voulu n'imprimer qu'en italique, afin qu'il se distingue du corps du texte et que ces italiques marquent le fait que je crois que vous le constaterez, pleinement conscient du caractère impropre, péjoratif, voire, dans certains cas, insultant, que deux termes ont eu dans l'époque de leur emploi, qui est donc celle dont je vais parler, et ont aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour l'un d'entre eux en particulier, à plus forte raison. L'un de ces termes, qui vous paraîtra sans doute le plus anodin des deux, même si je ne crois pas qu'il soit anodin, loin de là, c'est précisément le terme de primitif, d'où découle la notion de primitivisme que j'écris au pluriel et non au singulier, et les raisons pour lesquelles ce pluriel me semble nécessaire vous apparaîtront. L'autre terme, qui est encore, évidemment, encore plus
déplaisant pour nos oreilles et notre esprit, c'est le terme nègre. Je n'ignore évidemment pas que dans nombre d'universités américaines, ce terme est devenu the N-word, que l'on n'a plus le droit de prononcer, ce que je peux parfaitement comprendre, particulièrement dans le contexte des États-Unis. Ici, je l'emploierais, plus exactement, je le lirais, évidemment, avec toute la distance, voire même à certains égards, pour tout dire, le dégoût que ce vocabulaire ne peut manquer de nous inspirer, ou en tout cas ne devrait manquer d'inspirer à personne. Donc voilà, je préfère vous en prévenir d'entrée de jeu. Il y a au fond deux niveaux de lecture dans cette histoire. De même qu'il y a d'ailleurs peut-être deux niveaux de lecture dans ce que je vais dire, qui sera alternativement ou complémentairement de l'histoire et de l'historiographie. C'est-à-dire que je vais, dans un premier temps, rappeler un petit peu quelles sont, pour les historiens de l'art, les données du problème, ou telles qu'elles étaient, plus exactement, et par rapport à cet état de la question, qui a été sacralisé à un certain moment, apporter des dissonances, des réflexions critiques, comme l'annonce le titre de cette intervention. Voilà. Et si, d'ailleurs, j'ai choisi de placer en illustration l'image que vous voyez là, ce n'est pas simplement pour éviter la nudité d'un titre sur fond blanc, c'est parce que cette image qui date donc de 1882 et qui nous renvoie au musée du Trocadéro, c'est-à-dire au premier musée parisien dans lequel les cultures et civilisations non occidentales, qui étaient en réalité à l'époque, pour l'essentiel d'entre elles, celles des populations colonisées, a été présentée. Si je vous montre donc cette image, c'est évidemment plutôt en raison de son désordre, du caractère chaotique des objets qui s'y trouvent réunis, de la présence de mannequins costumés de façon évidemment tout à fait discutable, exotique ou pittoresque, pour précisément signifier clairement que la question de l'autre, de l'ailleurs, dans la France de la fin du XIXe siècle, se pose encombrée, c'est un euphémisme, d'un certain nombre de stéréotypes et peut-être plus encore encombrée d'une certaine supériorité ou d'une certaine certitude de la supériorité d'une civilisation occidentale moderne, sur les autres. Voilà. Alors, mon point de départ. Et si certains de mes propos vous paraissent d'abord un peu loin du sujet, j'espère que la logique de l'ensemble vous apparaîtra plus tard. Point de départ est une exposition qui est devenue un petit peu célèbre dans l'historiographie de la question, qui a eu lieu au MoMA, Musée d'art moderne de New York, en 1984. Primitivism, qui, comme vous voyez, employait le terme au singulier, avec, il est vrai, des guillemets, avec la couverture du catalogue que vous avez là, Picasso d'un côté et un demi-masque des Indiens de la côte nord-ouest des États-Unis de l'autre, et j'y ai joint le début du communiqué par lequel le MoMA avait annoncé la tenue de cette exposition. Donc vous avez même les dates, le justificatif global, où vous voyez que les seuls noms propres qui apparaissent sont ceux, évidemment, des artistes occidentaux, Gauguin, Picasso, Matisse. Vous voyez aussi qu'à la fin du texte, cette exposition a un sous-titre, qui est Affinity of the Tribal and the Modern, l'affinité du tribal et du moderne. Je vous appelle à réfléchir sur l'emploi de ce terme tribal, qui n'est en aucune manière satisfaisant, puisque
ici, il entend désigner ou envelopper des cultures qui ignorent totalement cette notion de tribal, mais que c'est un terme, au fond, global, considéré comme commode par l'institution new-yorkaise à cette époque-là, pour désigner ces autres. Ces autres qui peuvent être africains, océaniens, indiens, alors évidemment au sens américain, sud ou nord du terme, et bien évidemment pas celui du sous-continent indien. Et donc, Primitivism a d'une part été une exposition extrêmement vue, extrêmement discutée, partiellement contestée, et qui est devenue une référence dans la chronologie. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle procédait, et vous-même d'ailleurs, madame, tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez au fond repris un petit peu cette idée-là. Elle procédait à des comparaisons et elle entendait établir ou vérifier des influences. Terme extrêmement équivoque pour lequel, au fond, le terme affinité serait peut-être préférable. Et donc, je vous montre là, juste pour vous introduire au sujet, des photos de salle de 1984, la salle des Demoiselles d'Avignon, je vais y revenir naturellement, avec quelques masques africains accrochés au mur et des photographies, j'y reviendrai, et puis une photographie de la vitrine Brancusi, qu'elle vous trouvez juxtaposés des bois et des marbres de Brancusi, et puis des objets de différentes provenances, essentiellement africaines. Voilà une autre salle, enfin deux autres salles. À gauche, une salle où Picasso, Max Ernst et Giacometti, oui, c'est comme un diaporama, vous ne voyez pas, Giacometti, c'est celui qui est au fond à droite, dans la partie la plus éloignée de l'image, sont là encore confrontés donc à ces œuvres extra-occidentales. Le même principe sur la photographie de droite, où vous avez Roberto Matta, une photographie de Picasso dans son atelier de la Californie. Et en fait, vous comprenez assez vite que la photographie de droite, c'est la même salle que la photographie de gauche, mais vue en sens inverse. D'un côté, vous regardez vers le fond, de l'autre côté, vous retournez l'objectif. Et donc, la règle, c'était le principe de la comparaison. Il s'agissait de rapprocher des œuvres occidentales, issues pour la quasi-totalité d'entre elles de l'histoire des avant-gardes, avec des sculptures, principalement, presque exclusivement des sculptures de bois, de pierre, de vannerie éventuellement, qui avaient ou qui semblaient avoir une connivence, le vocabulaire français est assez riche de ce point de vue-là, avec ces œuvres de la modernité. Donc, je vais passer très vite là-dessus. Je vous montre juste quelques exemples. Donc, une paire qui était constituée par, d'un côté, un masque Dogon de l'actuel Mali, et parce qu'il y avait du bois, parce qu'il y avait une forme de géométrisation, une tête de Picasso de 1950, réalisée à partir d'une boîte en bois et de boutons, clous, etc. Alors, bien évidemment, en la circonstance, il ne s'agissait pas d'affirmer que Picasso avait réalisé son œuvre en pensant à ce masque que, de toute façon, il ne connaissait pas, mais évoquer ce que j'appelais tout à l'heure une connivence, qui est une connivence de matériaux, qui est une connivence du côté de la schématisation de la forme humaine, et qui est aussi d'ailleurs une connivence du côté, ce que l'on peut dire, d'une forme de bricolage. Et à droite, vous avez le même jeu, qui est réalisé avec Princesse X de Brancusi, enfin l'une des versions de Princesse X de Brancusi, donc c'est le portrait de la princesse Marie Bonaparte, d'une part, et à gauche, un pilon de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, alors là encore, pierre et pierre,
symbolique, sexuelle, assez explicite dans un cas et dans l'autre, donc effet de proximité, quand bien même Brancusi, encore une fois, n'a même pas véritablement eu l'occasion de connaître l'art de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à plus forte raison en 1916, avait-il très peu d'occasion de le connaître, puisqu'il n'en avait évidemment pas vu en Roumanie et qu'il ne pouvait pas en voir beaucoup plus en France, puisque les collections françaises étaient essentiellement les collections des colonies françaises, c'est-à-dire l'Afrique et, pour ce qui est du domaine océanien, la Nouvelle-Calédonie, les Marquises, Tahiti, alors que la Nouvelle-Guinée, je vous le rappelle, dans cette période, est une colonie de l'Empire allemand. Bon. Donc, on était sur des... comme ça. Ça ressemble, ça fait penser à... Alors vous me direz que ça fait penser à, en termes de preuves historiques, n'est pas nécessairement un argument d'une force inébranlable, c'est certain. Autre exemple encore, alors canonique, pour le coup, à droite, une tête d'homme de Picasso de 1908, donc postérieure aux Demoiselles d'Avignon, très triangulée, géométrisée, définie par des systèmes de plans et de volumes très fortement caractérisés. Et de l'autre, alors là, pour le coup, on pourrait en effet penser que la proximité n'est pas simplement de l'ordre du « ça fait penser à », le fameux masque que, selon le récit qu'il en a fait, et donc je dis bien selon le récit qu'il en a fait, ce qui veut dire que je n'y prends aucune part, pas même d'approbation, Vlaminck, Maurice de Vlaminck, aurait aperçu dans un bistrot d'Argenteuil, me semble-t-il, aurait échangé contre une somme dérisoire au propriétaire et l'aurait revendu à André Derain, donc une histoire de peintre fauve, une histoire d'avant-garde, et à partir du moment où le masque a été chez Derain, ce qui est en effet attesté de plusieurs preuves, on peut supposer que Picasso l'a vu. Donc, en la circonstance, on serait un petit peu au-delà de la connivence, dans la mesure où il est factuellement possible que Picasso ait eu connaissance de cet objet. Factuellement possible ne signifie pas attesté. Mais vous verrez que la plupart du temps, on est beaucoup plus dans l'ordre de l'hypothèse que dans l'ordre de l'affirmation. Et donc, pour en revenir à mon idée centrale, primitivism fonctionnait ainsi. C'est-à-dire que les œuvres africaines, océaniennes et autres n'y étaient considérées que dans la mesure où elles étaient susceptibles d'avoir des relations avec les œuvres des avant-gardes occidentales. C'est-à-dire qu'elles ne faisaient l'objet d'aucun discours qui leur soit spécifiquement dédié. Par exemple, tout bêtement, ce masque, est-ce qu'il est présenté ici tel qu'il avait un usage dans les populations Fang avant sa collecte? Non. Il est présenté de manière dépouillée. La coiffe, très vraisemblablement de raffia ou de fibre, a disparu. Donc, ce masque est devenu quelque chose comme une sculpture, et on ne s'interroge pas sur les fonctions politiques, sociales, religieuses, symboliques qui pouvaient être les siennes. Ce n'est pas l'objet de l'exposition. L'exposition, c'est de placer ces corpus d'œuvres non occidentales, au fond, dans une histoire occidentale de l'art, et non pas de les considérer en tant que tels. Et ce processus trouve évidemment son apothéose à propos des célébrissimes Demoiselles d'Avignon, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard, dans la mesure où, mais là vous le savez nécessairement et on ne va pas perdre de temps là-dessus, dans la mesure où deux des visages des demoiselles, les deux visages de droite, je rappelle que les demoiselles sont des prostituées dans la salle principale d'un bordel de Barcelone, donc les visages des deux demoiselles sont retravaillés entre 1906 et surtout au printemps 1907 par Picasso jusqu'à les mettre dans l'état
entre guillemets, non naturaliste, non imitatif, où vous les voyez. Et le propos était de suggérer que, par exemple, la demoiselle, dont vous avez là le détail dans la partie droite, et dont vous avez une étude préparatoire à l'aquarelle au milieu de mon écran, pouvait se comprendre par rapport à ce masque de maladie pendé du Congo en raison de la courbe, en raison de la dissymétrie du visage mi-blanc, mi-noir, etc. Bon, en fait, et d'ailleurs le catalogue le disait honnêtement, ce type de masque n'était pas connu en 1906-1907, il n'en était arrivé aucun exemplaire en Occident, et au musée du Trocadéro, il n'en est arrivé qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on était dans l'affinité, peut-être, mais dans une affinité non probante. D'où mon expression, un peu péjorative évidemment, ça fait penser à. De même, le visage du portrait de Madame Matisse, peint par Henri Matisse, évidemment, en 1913, ce visage blond, aux yeux noirs, fait penser à un masque Pounou, Chirapounou du Gabon, parce que la totalité de ces masques sont traités au kaolin, ont été blanchis au kaolin, et que donc il y a une sorte d'osmose, si vous voulez, qui semblerait devoir se produire entre le masque réel et le visage de l'épouse de l'artiste traité en forme de masque. Là encore, il ne s'agit pas de faire une démonstration historique, mais de suggérer ces fameuses affinités. Et je finis avec un dernier exemple, un peu pour le plaisir, car là, vraiment, le câble est tendu au maximum, si j'ose dire. D'un côté, le masque, un Paul Klee de 32, enfin, vous voyez les légendes, donc c'est pas la peine que je vous les lise. Et d'autre part, une statuette Zuni, donc du Nouveau-Mexique, très vraisemblablement. Pourquoi ? Parce qu'il y a, dans un cas comme dans l'autre, une sorte de flèche, qui pourrait aussi bien d'ailleurs être une sorte de cheminée dans le cas de Paul Klee, ou de matérialisation de la pensée qui s'échappe ou qui s'élève. Bon, l'argument, si vous voulez, l'argument est assez faible, mais au regard de l'organisation d'une exposition, ça permettait en tout cas d'intégrer Paul Klee. Ça permettait aussi d'intégrer des œuvres d'une qualité et de surcroît d'une rareté telle que cet objet venu de Berlin, parce que Primitivism était indubitablement une très riche exposition d'art africain, océanien et indien, tout en étant, j'allais dire, par ailleurs, une très riche exposition des avant-gardes. Reste à savoir si la juxtaposition des deux faisait sens ou faisait spectacle. Alors, voilà le point de départ. À partir de là, je vais faire plusieurs observations. La première est plutôt dans la ligne de ce que je viens de dire, et puis, comme vous le constaterez aisément, je vais rapidement m'en écarter. Le premier point, qui est un point indiscutable, c'est que très clairement, après Gauguin, donc après les années 1890, dans un milieu très restreint, très peu nombreux, qui est un milieu d'artistes, de collectionneurs, d'amateurs, parmi lesquels un assez célèbre poète sur lequel je reviendrai, qui est Guillaume Apollinaire, il y a eu indiscutablement une curiosité de plus en plus marquée pour des objets de provenance lointaine. Lesquels objets de provenance lointaine étaient aisément accessibles, d'une part en raison tout simplement de la situation coloniale, c'est-à-dire que tous les ports français, Marseille, Bordeaux, Le Havre, et même d'autres auxquels on pense moins, par exemple Rochefort, ont été, à cause de la présence de la marine de guerre, ont été des lieux d'entrée d'objets qui avaient été, comme on dit, pudiquement collectés, là aussi un terme qui exige son lot de guillemets, qui ont été collectés par
des soldats, des sous-officiers, des officiers, des traitants, éventuellement des missionnaires, et se sont trouvés sur le marché, un marché qui n'était pas beaucoup plus, du moins au début, qu'une brocante, presque des puces. Ces premiers objets valant très peu cher, ce qui permettait à des artistes qui avaient eux-mêmes très peu d'argent de les acquérir. Puisque Picasso, en 1905 ou 1906, ce serait peu dire que sa situation économique est encore relativement précaire. Et donc, je vous cite, pour mémoire pour certains, pour peut-être vous les faire découvrir pour d'autres, quelques-uns des indices de cette curiosité pour l'ailleurs, puisque vous comprenez bien que j'emploie aussi peu que possible, en tout cas pour l'instant, le terme primitif. Alors, je me suis tenu à 3 cas, qui sont grosso modo les 3 plus connus, mais je pourrais multiplier les exemples, particulièrement si j'intégrais l'Allemagne, et en particulier le mouvement Die Brücke à Dresde et à Berlin, mais puisque la commande était française, j'ai, regret, exclu Nolde, Kirchner ou Schmidt-Rottluff de mon exposé. Donc, ici, une nature morte, d'ailleurs inachevée, ce qui ne pourrait pas apparaître comme négligeable, de Matisse, dans laquelle il introduit une petite statuette Vili, donc de l'actuelle République du Congo, dont vous avez là une vieille photographie en noir et blanc prise au temps où elle appartenait en effet à la collection de Matisse. Et vous voyez que cette statuette Vili se trouve en compagnie de verre, de céramique. C'est au fond quelque chose comme un objet de curiosité que l'artiste intègre dans une nature morte, sans que pour autant, d'ailleurs, on ait le sentiment que les qualités plastiques de cette statuette influent considérablement sur la manière dont Matisse travaille. Parce que bon, le reste de la nature morte est, sinon conventionnel, du moins au fond pas très différent de la manière dont, quelques années auparavant, Paul Cézanne aurait pu la peindre. Bon. Autre exemple, beaucoup plus riche, mais que la mauvaise réputation, pas entièrement injustifiée, de l'artiste a rendu, au fond, un peu masqué, André Derain. André Derain fête en mars-avril 1906, les dates ne seront probablement jamais établies avec précision, un séjour à Londres, dont le propos d'ailleurs était de rivaliser avec Claude Monet, puisque Monet avait exposé avec un très grand succès ces séries de Vue de la Tamise, de Westminster, de Waterloo Station, etc. Et donc, un galeriste avait proposé à Derain une somme d'argent pour aller à son tour peindre sur les mêmes motifs que Monet, ce qui a en effet donné une série de paysages londoniens de Derain qui sont assez connus, mais Derain en a surtout profité, en a aussi profité pour visiter le British Museum, et au British Museum, il a vu des galeries entières d'objets qu'il n'avait pas pu voir auparavant, parce que British Museum était dans un état de présentation infiniment supérieur au musée du Trocadéro, dont vous avez vu quel fatras c'était en 1882. Le problème était qu'en 1906, la situation ne s'était pas du tout améliorée, et que même la plupart du temps, les salles étaient fermées, faute de gardiens, faute d'argent pour payer les gardiens. Donc, Derain découvre à Londres ce qu'il n'a pas pu voir à Paris, et il découvre d'ailleurs des objets qui sont venus, pour beaucoup d'entre eux, de colonies de l'Empire britannique, qui sont donc aussi différents de ce qu'il aurait vu à Berlin, ou de ce qu'il aurait pu, idéalement, voir à Paris. Et donc, vous voyez ce qu'il fait, il dessine au crayon de couleur, sur un carnet, quantité considérable d'études. Alors, je n'ai sélectionné 2, il y en a des dizaines. En particulier, j'ai rapproché, pour juste que vous ayez une idée du travail de Derain, l'original et le dessin, donc une étude d'après une sculpture de bois et de nacre des îles Salomon, et la photographie ancienne de la pièce dans les collections du British Museum, et par ailleurs un tambour des Nouvelles Hébrides.
non seulement il remplit ses carnets, mais il fait bénéficier ses amis de ses découvertes, et donc il écrit, ici à gauche, une lettre à Vlaminck, à droite, une lettre à Matisse, dans laquelle il illustre abondamment de dessins à l'encre et au crayon de couleur. Alors, par exemple, ici, les trois, les deux pour Derain et le troisième pour Matisse, il les a observés dans les salles maoris, dans les salles consacrées aux arts de la Nouvelle-Zélande, qui est évidemment, à cette époque-là, aussi une colonie britannique. Donc, en effet, il y a curiosité, il y a découverte, il y a une très grande surprise. Je pourrais être beaucoup plus long sur ce sujet-là, puisqu'on a à la fois les dessins, mais on a aussi les correspondances de Derain, qui tentent au fond de résoudre l'étrangeté de ces objets qu'il n'a jamais vus dans des termes qui soient plus familiers pour lui, et probablement aussi pour ses correspondants. Et cela nous conduit à un dernier exemple, fameuse photo, fameuse pour les historiens, je ne suis pas sûr qu'elle ait fait le tour du monde, de Picasso, photographié dans son atelier au bateau Lavoir en 1908-1909 par un architecte et critique d'architecture nord-américain, Glenn Burgess, qui, 2 ans plus tard, publie dans une revue d'architecture à New York le résultat de son voyage sous un titre que vous apprécierez, The Wild Men of Paris, Les Sauvages de Paris, mais on s'en fiche, puisqu'il y a la photo, et cette photo est la seule qui nous permette de savoir ce qu'il y avait réellement d'œuvres non occidentales dans l'atelier de Picasso au bateau Lavoir, non pas au moment des Demoiselles d'Avignon, là, on est obligé d'être un minimum précis, mais probablement après les Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon sont laissées dans l'état où vous les avez vues en juillet 1907. Cette photographie a été, selon toute vraisemblance, prise plutôt à l'hiver 1907-1908. Et donc, qu'est-ce qu'il y a chez Picasso ? Il y a au mur 2 fêtages kanaks, qui donc Nouvelle-Calédonie, qui donc n'ont rien à voir avec l'art africain. Et puis il y a tout à voir avec la situation coloniale. Et puis 2 objets dont, à mon grand regret, je dois vous dire que ce sont des objets de commerce, c'est-à-dire que leur degré d'authenticité tribale, comme on aurait dit à New York en 1984, est extrêmement faible. Je vous vous avez mis les photos séparément. Donc, les 2 épis de fêtage kanak sont probablement, entre guillemets, bons. Le groupe extrêmement composite juché sur un éléphant avec ses figurines humaines et animales coincées dans des compartiments, les 2 compartiments étant eux-mêmes bordés par des serpents. C'est vraiment de l'ordre de l'objet fabriqué dans un port, peut-être Luango, pour le commerce colonial. Ce sont des exoticas. Ce ne sont pas du tout des objets qui auraient une valeur religieuse ou sociale quelconque. Et la harpe Punu ou Fang n'a pas beaucoup plus de qualité, d'authenticité. C'est-à-dire que, vu d'aujourd'hui, ces objets nous intéressent parce qu'ils ont été chez Picasso et que d'ailleurs ils appartiennent aux réserves du musée Picasso qui les expose de temps en temps, mais pas en raison de leur qualité propre. Bien. Il n'en demeure pas moins qu'il y a du non-occidental, du primitif, entre guillemets, comme on dit, chez Matisse, chez Derain, chez Picasso. Je pourrais continuer. Il y en a chez Braque. Il y en aura un petit peu plus tard chez les frères Duchamp, Jacques Villon par exemple, comme il y en a à Dresde, puis à Berlin, comme il y en aura chez Kandinsky à Munich, et ainsi de suite. Bien. Voilà. Donc, on a à partir de là une première base, et c'est sur cette base que la théorie globale du primitivisme européen, que j'ai résumé à la hache, s'est énoncée. Fin de la belle histoire. À partir de maintenant, je vais vous montrer en 2 ou 3 points que l'on peut
regarder les choses d'une manière un petit peu différente, et non pas comme la merveilleuse histoire d'artistes d'avant-garde qui découvrent des objets africains, océaniens, s'en émerveillent et en font quelque chose dans leur art, mais comme une histoire de primitif. Et donc, qu'est-ce que c'est que le primitif ? En France, et d'ailleurs la question vaudrait pour l'Europe et même probablement pour les États-Unis également, à cette date-là. Eh bien, le primitif n'est pas un terme qui s'applique, comme l'exposition Primitivism semblait le donner à penser, exclusivement à l'Afrique ou à l'Océanie. En fait, c'est un terme beaucoup plus large. C'est pour ainsi dire une catégorie globale dans laquelle l'anthropologie, l'ethnographie, l'histoire des religions et au-delà leur vulgarisation réunissent des types de production graphique ou sculpturale dont vous pourriez être surpris de penser que les œuvres africaines et océaniennes ont été rapprochées et ont été vues, si j'ose dire, dans cette lumière-là. Alors, je vais prendre des exemples. Alors là, ça va vous demander de lire un peu, puisque ici, je quitte le domaine des œuvres d'art et des objets pour aller vers celui des livres, et je bénis donc à cette occasion Gallica, cette divinité heureuse des chercheurs, grâce à laquelle des revues introuvables deviennent accessibles, même si les reproductions ne sont pas toujours phénoménales. Bon. Premier exemple. Un livre qui aurait pu passer inaperçu. En 1908, un médecin psychiatre publie sous le pseudonyme de Marcel Réja un livre qui s'intitule, comme vous le voyez, L'art chez les fous, chez un bon éditeur, puisqu'il s'agit du Mercure de France. On est en 1908. Et je pense que vous voyez tout de suite, c'est assez flagrant, où je peux vouloir en venir. C'est-à-dire qu'après le chapitre 1, qui est au fond une sorte de chapitre plutôt descriptif, il dit Réja, Meunier de son vrai nom, enfin mettons Réja, est psychiatre, il connaît l'essentiel de ses confrères des asiles, des hôpitaux psychiatriques parisiens et français, il s'est lui-même constitué une collection. Bon. Et cet homme, qui est donc un savant, qui est non seulement un savant, mais même à certains égards, pour ce que l'on en sait, plutôt un philanthrope. Donc quelqu'un auquel, j'ai envie de dire, on aurait envie de faire confiance. Bon. En 1908, ça lui semble parfaitement banal de réunir dans le même titre de chapitre les enfants et les sauvages. À ses yeux, ça relève du même processus. Le dessin des fous, je lis juste cela, ne constitue pas une forme absolument unique, un monstre isolé parmi les productions du reste de l'humanité. C'est heureux cette formule-là, du reste de l'humanité. Il y a les logiques, il y a les modernes, et puis il y a les autres. Parmi les aspects divers qu'il présente, quelques-uns paraissent des pastiches des formes archaïques de l'art, d'autres évoquent la ressemblance de dessins dus à des catégories très spéciales d'individus, les prisonniers, les médiums, les enfants et les sauvages. C'est-à-dire que est primitif, l'enfant, l'archaïque, c'est-à-dire en fait, vous allez le voir très rapidement, la préhistoire, et les sauvages, c'est-à-dire ceux qu'à New York en 1984, on appelle les primitifs. Il n'y a d'aucune façon, de nos jours, à nos yeux, la moindre raison de procéder à ce type d'assimilation. Elle nous paraît, soyons polis, abusive, pour ne pas dire criminelle. Il n'en demeure pas moins qu'elle est établie à cette date comme une sorte de truisme que le Mercure de France,
qui n'est pas l'éditeur le plus réactionnaire de la France du début du XXe siècle, accepte d'imprimer sans aucune hésitation. C'est au fond de cela que je voudrais vous convaincre. C'est qu'on part d'une situation où un certain nombre de stéréotypes, pour ne pas dire pire, sont considérés comme relevant de l'évidence et n'appellent aucune contestation possible. Et parmi cela, le fait qu'un sauvage, vous imaginez là encore l'usage que l'on peut faire d'un tel terme, c'est comme un enfant, c'est comme un fou. C'est-à-dire que c'est extérieur à la raison. Et donc, ça doit être tenu comme une forme, entre guillemets, monstrueuse d'individus. Et donc, ces créations relèveront également d'une forme de monstrueux. Alors, pourrais, là, je ne vais pas vous faire lire la totalité du chapitre 2 de Marcel Réchat. D'abord, c'est trop long, ensuite, c'est trop déprimant. Mais globalement, vous avez cette idée-là qui est répétée à n'en plus finir. Je vous montre deux autres citations. Cette communauté de manifestation, toujours, est frappante pour le dessin. Ni l'enfant ni le sauvage, oui, c'est pareil, ne cherchant à copier ou à traduire un modèle déterminé. Leur but principal est de transcrire, d'enregistrer des notions générales, parfois métaphysiques. Il est bien vrai qu'à l'exemple du sauvage, l'enfant attribue d'abord une sorte d'existence mystérieuse aux figurations graphiques, comme cette petite fille qui n'osait toucher au portrait du croque-mitaine de peur d'être mordue. Ce qui renvoie évidemment ces supposés sauvages à un état de puérilité qui les disqualifie. On ne peut pas les considérer autrement que, selon une formule dont je crois la France a fait souvent usage, comme de grands enfants. Et là, on est au point de départ de ce qui relève, au fond, purement et simplement d'une conception raciale et d'une inégalité des espèces humaines. Les primitifs, etc. Bon, et si j'ai introduit aussi la page 87, c'est parce que Réchat y introduit un autre élément qui est les hommes, les graffitis sur bois de renne, l'homme des cavernes, dont cependant la vie est considérée comme le prototype d'une existence informe et rudimentaire. C'est-à-dire que la découverte de ce que l'on appelle aujourd'hui l'art préhistorique, qui commence à l'extrême fin du Second Empire, et qui se développe au fond dans le dernier tiers du XIXe siècle, vient apporter des éléments complémentaires à cette théorie, entre guillemets, du primitif, dont le préhistorique est l'un des cas de figure à égalité avec tous ceux que je viens de citer précédemment. Autre sommité, ErnestAmy. Alors, ErnestAmy, dont je vous ai montré quand même un portrait officiel, pour que vous vous rendiez compte que, oh, voilà, c'est quelqu'un de respectable. Aujourd'hui, il serait à l'Académie française. Il a des décorations.Amy est le fondateur du musée du Trocadéro. Donc, ce n'est pas un individu sur lequel on puisse dauber comme ça à la légère. Il a véritablement œuvré, même si ensuite les moyens budgétaires sont très loin d'avoir suivi. Bon. Et cet ErnestAmy est le patron de l'anthropologie française jusqu'à sa mort, qui intervient précisément, cette funeste pour lui, année 1908, qui est celle au cours de laquelle la revue qu'il a fondée, l'Anthropologie, publie le texte d'une conférence qu'il a donnée l'année précédente à un public savant. Voilà. Au fond, je répète ce rituel. Et il a donné comme sujet la figure humaine chez le sauvage et chez l'enfant. C'est-à-dire que, comme Réchat, il procède exactement au même type d'assimilation et il ne les met nullement en cause. Alors, les sauvages et les plus grossiers, des cygnes, peignes, etc., etc. Alors, je vous montre juste quelques morceaux choisis de ce très long article dans lequelAmy, constatant ce qu'il croit être un caractère grotesque des représentations humaines chez
le sauvage et l'enfant, Sick, glisse vers la notion de caricature, et ce à quoi je voulais vous emmener, c'est d'une part, au bas de la page qui est à votre gauche, la référence aux pièces de l'âge du renne du regretté Édouard Piette. Je vais expliquer. Collection Piette, c'est une des collections du Musée d'Antiquité nationale de Saint-Germain-en-Laye, que vous pouvez d'ailleurs très bien aller visiter. Et la page de droite, qui est un petit peu plus loin, au point de vue des arts du dessin, en effet, comme en tant d'autres points de vue, les sauvages sont de vrais enfants, en italique, pourquoi pas. Ils dessinent, ils barbouillent, ils modèlent comme des enfants. C'est un truisme. C'est une évidence. Et c'est une évidence qui est énoncée et portée par quelqu'un qui est supposé incarner, qui incarne de fait socialement, sinon scientifiquement, une véritable autorité dans ce qu'on appelle à l'époque, un peu glorieusement, ou trop, la science française. La science française passe en ces termes, mais ce n'est pas pour l'accabler, parce que la science britannique ou la science allemande ne pense pas dans des termes différents. C'est-à-dire qu'il y a véritablement deux mondes. Le monde de la civilisation, où l'on est rationnel, civilisé, moderne, et où on sait ce que c'est que le beau, le vrai, le juste, compagnie, et puis le reste, où, que l'on soit sauvage, enfant, fou ou préhistorique, on est incapable d'accéder à cet état social et aux notions morales, politiques, tout ce que vous voulez, qui sont supposées aller avec. Le monde est clivé, il y a nous et il y a eux. Et eux, c'est au fond, pardon de cet apparent truisme, tout ce qui n'est pas nous. Le primitif, c'est l'envers, c'est le revers du moderne. Et donc, la question du primitivisme, on ne peut pas la traiter en s'en tenant au peuple colonisé, on doit la traiter dans l'intégralité de son dispositif intellectuel, et donc en intégrant les sauvages, les fous, les préhistoriques et les enfants dans la même interrogation, puisque si on fait l'histoire des idées, en fait, on se rend compte que cette assimilation est constitutive de ce propos. Alors, les préhistoriques, Piette, voilà une note dans laquelle il commente, je vais pas vous la lire, d'autant que sinon je vais bientôt être trop long. Il montre trois images, les trois images qu'il commente lui-même et qui seraient donc, à ses yeux, pour lui, de l'ordre du laid, du grotesque, cette vieille bonne femme laide et grotesque qu'un Dantan du Mas d'Asile. Alors Dantan, c'est un caricaturiste de la monarchie de Juillet. Mas d'Asile, c'est évidemment le site préhistorique dans les Pyrénées où cet objet, cette dent gravée sculptée a été sculptée. Donc le préhistorique ne peut être que de l'ordre du grotesque et de l'enfantin, comme toutes ces autres productions qui sont extérieures au vrai monde, au nôtre. Autre savant encore, Georges-Henri Luquet, qui est à la fois un spécialiste du dessin d'enfants, auquel il a été l'un des premiers à s'intéresser de manière scientifique, mais qui est aussi un spécialiste de préhistoire. Jusque dans les années 20 ou 30, Luquet publie des ouvrages synthétiques sur la préhistoire, dans lesquels il reste fidèle à ces opinions-là. Et donc, je vais assez vite. Vous concevrez que on peut se convaincre, c'est en bas de la page de gauche, de l'aspect caricatural des visages humains qui n'est pas spécial au préhistorique, puisque j'aurais dû commencer ma lecture un petit peu plus haut. Il suffit de regarder des dessins d'enfants où tout ce que nous voyons crayonné sur les murs et qui n'ont aucune intention magique, oui, parce que Luquet est un anticlérical qui entend défendre la préhistoire contre l'interprétation, à ses yeux, excessivement empreinte de religiosité d'autres, à commencer par le bon abbé Breuil, qui n'a pas fait que du mauvais travail pour autant, et il reprend la comparaison avec les dessins des enfants de nos jours va nous permettre de préciser davantage, etc.
je ne vais pas m'arrêter à chacune de ces preuves, c'est au fond l'effet d'accumulation qui m'intéresse. C'est vous montrer qu'en prenant des auteurs qui peuvent même être dans certains cas opposés sur des points, Luquet et Ami, c'est pas tout à fait la même école. Mais il y a une espèce de plus petit commun dénominateur intellectuel, entre guillemets, sur lequel ils se retrouvent, et c'est précisément ce système de l'assimilation systématique de situations que nous considérons comme absolument diverses les unes des autres, sans même parler du fait que parler de l'art des fous, la notion de fou, je ne vais pas épiloguer là-dessus aujourd'hui, mais elle me semble quand même un tant soit peu rudimentaire pour recouvrir une telle diversité de situations, de pathologies, etc., que cette catégorie est en elle-même inacceptable intellectuellement. Bon, et je finis, en tout cas ce chapitre, donc le primitif, c'est quoi ? Le primitif, c'est tout ce que nous ne sommes pas. Pour vous montrer à quel point la question est au fond populaire et répandue, et n'est pas simplement limitée à un petit cercle, soit d'intellectuels, soit d'écrivains, en vous montrant des fragments de l'illustration, donc vraiment l'hebdomadaire. J'allais dire le Paris Match, mais Paris Match n'est plus ce qu'il était dans les années 50 ou 60 de l'époque, où, pour son numéro de Noël de décembre 1902, le journal offre, ce n'est pas signé, j'aimerais bien savoir qui l'a écrit, cette espèce d'accumulation, de reproduction de dessins d'enfants, dans lesquels, à mon sens, en particulier dans la frise, si l'on peut dire, en haut de la page qui est ici à droite, on trouve des pictogrammes, dont je ne suis pas du tout certain que ce soit en fait des dessins d'enfants, quoique la légende l'affirme, mais qui me semble être en réalité beaucoup plus emprunté à des relevés de gravures, soit paléolithiques, soit même peut-être plus tardives, datant de l'âge du bronze, telles qu'on a pu les relever dans de nombreuses civilisations mégalithiques. C'est-à-dire qu'il y a un glissement. Donc, revenons au principal, le primitif, c'est tout ça, et pas exclusivement ce à quoi on a voulu le limiter, entre guillemets, ultérieurement. Bon, revenons à la question des sauvages. Un autre point qui me semble nécessaire, et là encore, je vais vous donner à lire des choses extrêmement désagréables, c'est que cette curiosité pour le primitif se déroule dans un contexte qui est le contexte colonial. D'où le titre que j'ai donné à ce chapitre de la cécité coloniale, car on est par moments, j'allais dire, presque désarmé devant ce qu'on lit, qui nous paraît presque incompréhensible, tant les partis pris, c'est-à-dire en somme le racisme, font un écran si complètement épais qu'il en devient opaque, et que les objets ne sont vus, ils ne sont plus vus, justement. Je ne peux même pas dire qu'ils soient vus à travers cet écran, ils sont juste pas vus, parce qu'ils sont disqualifiés avant même d'être considérés en raison même de leur provenance. Donc, je prends là des exemples, non plus dans des revues scientifiques comme précédemment, mais dans des revues grand public. Le Tour du Monde, c'est véritablement une revue qui paraît 2 fois par an et qui, avec des volumes qui font chaque fois 400 ou 500 pages et qui contiennent d'innombrables récits d'explorateurs. Alors, Achille Raffray. Achille Raffray, pas un type très connu, il avait été envoyé en Nouvelle-Guinée par le ministère de l'Éducation publique. Donc, évidemment, la Nouvelle-Guinée, j'ai déjà dit, est en train de devenir progressivement une colonie de l'Empire allemand à cette époque-là. Et donc, d'une part, son article est illustré par 2 gravures qui sont à nos yeux très reconnaissables, et en particulier celle qui est à droite. C'est une forme sculpturale qu'on connaît bien, qui s'appelle un corvar, bon, peu importe, et une tête de figure masculine à sa gauche. Et voilà, non pas le commentaire, mais ce que Raffray se permet d'écrire, quel abîme entre l'homme qui vit comme une bête dans cet état de barbarie
et l'homme civilisé qui, dans toutes les fonctions de la vie animale, pas ce qu'il veut dire, cherche un raffinement de l'esprit. J'espère que vous cherchez un raffinement de l'esprit dans vos fonctions animales. N'était la parole et une perfectibilité relative, comprendre qu'elle l'est très, l'homme sauvage se rapprocherait plus de la bête que de l'homme civilisé. Publié en 1879 par un représentant officiel du ministère de l'Instruction publique de la Troisième République française. Pas de problème. On passe. Pardon pour la mauvaise qualité de l'image centrale, le scan n'est pas toujours parfait. Toujours dans le tour du monde, un petit peu plus tard, en 1886, André Coffinière de Nordecke, qui est un officier de marine, il se rend au pays des Bagas. Et les Bagas, les masques Nimba Baga, ce sont ces objets très considérables faits pour être portés sur les épaules du danseur, dont je vous ai mis à gauche une image d'un objet d'ailleurs appartenant aux collections du Trocadéro, photographié en noir et blanc à l'époque. Donc, de surcroît, on sait très bien que ce sont des objets qui ont attiré l'attention des artistes, que Picasso en a eu un plus tard, assez notablement plus tard, dans ses ateliers, etc. Bon. Donc, ce sont des pièces, on pourrait presque dire, des sculptures parmi les plus monumentales que l'on puisse connaître à cette époque-là dans l'art africain ancien. Et le commentaire qui est vraiment, alors là, dans l'ordre du dérisoire de Coffinière de Nordecke, à leur tête, il s'agit d'un défilé. Alors évidemment, la musique est sauvage, des personnages déguisés firent leur entrée sur la place, à leur tête marchait Penda Penda, qui est la femme du grand esprit. On l'appelle aussi Simon Guinée, en Baga, Guinée veut dire femme. Cette espèce de croque-mitaine était une tête colossale en bois, rattachée à une étoffe noire, etc., etc. C'est-à-dire que l'objet n'est vu qu'à travers des yeux qui veulent en rire, qui veulent considérer que c'est nécessairement quelque chose d'un peu comique, ou même presque d'un peu lamentablement comique. La preuve, autour de lui, tous les polissons du village sautaient. C'est-à-dire que ce qui pourrait nous apparaître dans le langage neutre de l'ethnologue comme l'amorce peut-être d'une cérémonie où une entrée, un salut, devient nécessairement une manifestation de polisson. C'est-à-dire que la chose est disqualifiée dans le choix du vocabulaire même. C'est ça ce que j'appelle la cécité coloniale. C'est-à-dire le fait de ne pouvoir pas voir ce qui est, tout simplement parce qu'on croit savoir a priori que c'est en tout état de cause grossier, grotesque, dérisoire, et ainsi de suite. Autre exemple encore, Louis-Gustave Binger. Bon, c'est un officier colonial qui a eu une véritable notoriété, et dont je vous signale, pour la curiosité bibliographique, qu'il a eu un petit-fils qui est encore beaucoup plus célèbre que lui, puisque Binger est le grand-père de Roland Barthes. Mais laissons Roland Barthes à l'extérieur de cette histoire. Bon, il n'y est vraiment pour rien. Binger reproduit un masque homme Bambara, et d'ailleurs la reproduction est, si j'ose dire, relativement juste, c'est-à-dire que le dessinateur qui interprète lui-même, non pas une photo, mais un dessin fait par Binger, fait relativement bien son travail. On reconnaît très bien le type, etc. Et la description commence d'une façon neutre, ou relativement neutre. C'était un casque en bois noirci au feu et fait d'une seule pièce, sans doute. Bon, de chaque côté de cette niche partait une grande aile ou corne de 40 cm environ. Enfin, le cimier était surmonté d'une sculpture représentant un cavalier et sa monture. Jusque-là, tout va bien. Le tout était très grossièrement travaillé et peu symétrique. Comme si, d'une part, le fait que ce soit symétrique était en soi une qualité. On voit bien ce qu'il a en tête, et c'était très grossier. Le problème, c'est que si l'on en croit son dessin, non.
C'est pas grossier. C'est une pièce relativement complexe de fabrication qui suppose un nombre de savoir-faire et des méthodes assez affinées, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais non, puisque c'est des sauvages qui l'ont faite, elle ne peut être que très grossière et donc, par là même, précipitée dans cet enfer, entre guillemets, du primitif. Dernier exemple, Maurice de la Fosse. Alors, Maurice de la Fosse, c'est quelqu'un d'encore plus intéressant. Ça a été un grand fonctionnaire colonial, c'était un administrateur. Il a participé à la fondation de l'école coloniale, qui a ensuite été rebaptisée, mais dont les bâtiments sont toujours le long des jardins de l'observatoire. De la Fosse, qui est plutôt d'ailleurs à l'origine un linguiste, a une illumination. Il croit reconnaître à la Côte d'Ivoire des traces probables des civilisations égyptiennes et d'hommes de race blanche. Alors, c'est un texte publié dans l'Anthropologie. C'est un texte assez long, sur le détail duquel je ne vais pas pouvoir entrer. Mais voyez juste ce qui est écrit là. L'art égyptien, sans doute, s'élève au-dessus de l'art baoulé, de toute la distance qui sépare une culture intellectuelle raffinée d'une imagination primitive. En quoi les Égyptiens sont-ils plus ou moins primitifs que les baoulés et les baoulés que les Égyptiens? On ne le saura pas, puisque c'est un décret. Néanmoins, le fond des manifestations artistiques des deux peuples est commun. Imaginez une statue égyptienne copiée par un ouvrier malhabile et surtout ignorant, et vous aurez une image très exacte de ce qu'est la statuaire baoulée. Voilà. Donc, il y a peut-être eu une transmission, ce qui est, comme vous l'imaginez, très loin d'être prouvé, mais de toute façon, la supériorité restera nécessairement à la civilisation égyptienne, dont les civilisations gréco-romaines sont pour partie héritières, donc dont la civilisation occidentale est pour partie héritière et admirative. Ça ne risquerait pas d'arriver avec les baoulés. Et donc, de la Fosse continue à réfléchir sur cette question. Et alors, il faudrait prendre le temps de tout regarder en détail, parce qu'en fait, il est extrêmement mal à l'aise. Parce que, par moments, il se rend bien compte que les termes qu'il emploie ne sont pas les bons. Ce masque est remarquable. Le masque baoulé, le masque de goût, non seulement par le fini du détail, mais surtout par la pureté et la régularité des lignes. Je ne crains pas de dire, mais non, tu n'as rien à craindre en effet, que c'est un beau morceau de sculpture mystique. Donc, l'objet, par sa qualité, le force à écrire ainsi, mais il va revenir ensuite vers son idée de départ. J'ai donc raison de dire que ce masque est l'œuvre d'un artiste et non pas seulement celle d'un habile ouvrier, soit, mais il nous a déjà expliqué préalablement que la sculpture baoulée, c'est la copie maladroite et ignorante de la sculpture égyptienne. Ce qui reviendrait d'ailleurs à dire, si on tirait beaucoup sur le fil de l'argument, qu'il ne peut y avoir de sculpture baoulée que parce qu'il y a eu de la sculpture égyptienne, qui d'ailleurs, les Égyptiens étant d'ailleurs de manière tout à fait comique assimilés à, pour dire les choses clairement, des Blancs, ce qui est faux. Mais dans l'imaginaire civilisationnel que de la Fosse manipule, il est clair qu'il doit en être ainsi. Donc, il y a la question du primitif et il y a, dominant tout cela à plus forte raison, la question du rapport de supériorité supposée, avec ses conséquences sur l'incapacité à voir et cette fameuse cécité dont j'ai parlé. Alors vous me direz, d'accord, mais là, vous citez des anthropologues, des officiels, des officiers. Peut-être que d'autres ont eu une attitude différente. Peut-être que d'autres, par exemple, ont mis en cause la situation coloniale. J'ai le regret de vous dire que non. Et que même Guillaume Apollinaire, pour lequel on doit avoir évidemment une admiration, peut-être pas sans borne, mais enfin une grande admiration, Guillaume Apollinaire, l'ami de Picasso, le poète d'avant-garde, l'inventeur des calligrammes et de quelques autres inventions poétiques, eh bien, Guillaume Apollinaire, en 1912, il réagit et il réfléchit
en la matière, exactement dans les termes qui auraient pu être ceux de Binger, qui entre-temps a dû devenir au moins capitaine, sinon commandant, et des autres. C'est-à-dire que quand je parle du poids des stéréotypes et d'une pensée uniforme, même Guillaume Apollinaire baigne dans ce bain-là. Alors, évidemment, lui, il sait que ce ne sont pas de grossiers fétiches, témoignages grotesques de superstitions ridicules, comme le croit l'État. Mais en fait, c'est un peu pervers. C'est-à-dire que lui est tout à fait conscient, ne serait-ce qu'à travers Picasso, Braque et compagnie, de l'intérêt artistique et intellectuel de ces objets. Mais ça ne le conduit véritablement pas à remettre en cause la situation, mais au contraire à proposer de tirer parti de la situation coloniale, sans aucune espèce de scrupule, pour enrichir les collections. Il déplore la situation du Trocadéro, il dit donc que cette statue du dieu Gou en fer, qui est une œuvre très composite et d'ailleurs assez énigmatique puisqu'elle contient des partie métallique, sans doute prise à une canonnière française, est l'objet le plus gracieux et le plus imprévu qu'il y ait à Paris. Donc, il y a en effet un fond de reconnaissance et d'admiration, mais voilà ce que ça donne. Quant à augmenter ses collections d'art exotique, l'État n'y songe guère. Et tandis que les conservateurs, il n'y a même pas au Trocadéro une collection intéressante relative à l'art si particulier des indigènes de Madagascar. Il en va de même, etc., etc. Il semble qu'il soit temps pour l'État de se préoccuper de cette situation. Pourquoi ? Parce que ce qui valait un louis en 1906 en vaut 10 en 1912. On pourrait même faire plus, et il n'y a pas de raison pour qu'on ne fonde pas un grand musée d'art exotique qui serait à cet art ce que le Louvre est à l'art européen. Toujours Apollinaire, hein. Dans Paris Journal, le 10 septembre 1912, on y mettrait encore les différentes œuvres d'art qui ornent le musée du Trocadéro. Les administrations des diverses colonies seraient chargées de pourvoir à l'enrichissement de ce musée qui ne tarderait pas à devenir un des monuments les plus utiles à la civilisation. C'est-à-dire que pour enrichir le Trocadéro, Apollinaire a évidemment sa solution, et sa solution, c'est juste de tirer parti, on a quand même envie de dire un peu sans vergogne, du rapport de force qui existe entre la France et différents peuples, différentes cultures, etc. C'est-à-dire qu'en un sens, si vous rapportez ces mots d'Apollinaire au débat, qui d'ailleurs a des, si j'ose dire, des hauts et des bas actuels sur la question des restitutions, vous êtes quand même obligé de constater qu'Apollinaire ne se pose absolument pas la question des conditions de la collecte, qu'il en appelle à une utilisation du pouvoir administratif et probablement militaire pour enrichir les collections, et que quant à la question de celles et ceux auxquels ces objets auraient été pris, sinon arrachés, elle ne se pose absolument pas. C'est-à-dire que, certes, il a la plus grande admiration pour ces objets, mais son admiration et son intérêt ne s'étendent pas aux populations qui en sont les auteurs, celles à l'intérieur desquelles ces créations ont eu lieu. Il objective totalement les civilisations africaines comme des producteurs d'œuvres d'art susceptibles d'intéresser les artistes occidentaux. Et de ce point de vue-là, en effet, entre la position d'Apollinaire et Primitivisme 60 ou 70 ans plus tard, il n'y a pas de différence particulière. Or, si j'ai encore le temps de le dire, Apollinaire est évidemment dans cette histoire quelqu'un d'extrêmement important, puisque d'Apollinaire dépend une partie de l'histoire ultérieure. Vous voyez qu'il écrit, on recherche particulièrement, en bas de la page de gauche, les œuvres de la Guinée et celles des îles Marquises, et monsieur Guillaume s'intéresse aussi aux arts des peuplades. Mais pourquoi peuplades, Guillaume ? À l'art des peuples de l'Alaska. Bon, monsieur Guillaume, c'est Paul Guillaume, c'est le marchand, grâce auquel l'État français, et donc vous et moi, ont
le musée de l'Orangerie et ses collections, la donation Paul Guillaume. Paul Guillaume, que vous voyez ici photographié rue de Miromesnil, à peu près au moment de la Première Guerre mondiale, a été l'un des premiers importants importateurs, difficile à dire, de sculptures africaines sur le marché parisien et très peu de temps après sur le marché nord-américain, puisqu'il a lié des liens commerciaux avec des galeries new-yorkaises. Et donc, par là même, et j'ai rajouté dans l'image le fascicule que Guillaume Apollinaire et Paul Guillaume publient en 1917, et qui s'intitule donc, je ne reviens pas sur le terme sculpture nègre, participe donc de ce mouvement qui va donner dans la France de l'entre-deux-guerres ce que l'on a appelé, et ce que vous trouvez sans doute encore aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, sous le nom de mode nègre. La mode nègre, entre guillemets, elle commence là. C'est-à-dire dans ce rapport de suggestion, dans ce rapport de domination, d'exotisme, où, comme on sait, ces grands enfants aiment chanter et danser. Ce qui me rend, si vous voulez, un tout petit peu réservé par rapport à certaines manières dont a été présentée Joséphine Baker, et il y a quelque temps, à l'occasion de sa panthéonisation. L'héroïne de la résistance, parfait. Que l'on oublie de rappeler que son image a été manipulée, surexploitée dans un contexte de mise en spectacle du corps noir, c'est-à-dire du corps colonisé, et que Joséphine Baker était une africaine-américaine, ne changeait rien, d'autant plus que la plupart des gens ne le savaient pas, ou le savaient mal. Donc Joséphine Baker, et la première notoriété de Joséphine Baker, participe de ce qui, au fond, relève purement et simplement de ce type de propagande spectaculaire. Donc, je vous ai mis, d'une part, un article d'un critique d'art parisien de l'époque, André Varnaud, qui annonce une fête nègre aux Champs-Élysées en 1919. C'est la première occurrence de ce genre de divertissement. Et, en symétrique, une affiche pour un spectacle de Joséphine. On n'a d'ailleurs même pas besoin de la nommer. Le prénom suffit, au bal nègre, sic, d'une part, et d'autre part, une planche tirée du recueil que Paul Colin, affichiste honorablement connu par ailleurs, consacre au tumulte noir, sic, qui est une chronique qui se veut à la fois élogieuse et pittoresque de cette mode nègre. Et évidemment, j'ai choisi tout de même une image, une lithographie, à laquelle la danseuse, peu habillée, pas plus que de l'était d'ailleurs Joséphine Baker sur scène, apparaît derrière les barreaux d'une cage. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de développer tous les sous-entendus que cette représentation peut avoir dans le rapport, alors, ici au corps féminin, mais globalement au corps colonisé dans sa totalité. Donc, quand on raconte ces histoires de primitivisme, il y a en effet toutes ces observations qui, je l'ai dit, ruinent un petit peu l'idée de la belle histoire des avant-gardes pour ramener à des choses qui sont beaucoup moins enthousiasmantes, le principe du primitif englobant, si j'ose dire, de la généralité du primitif, la question du rapport de ce que j'ai appelé la cécité coloniale, et pour finir, la mise en spectacle de ces stéréotypes dont on ne peut pas, dont on ne peut pas considérer qu'elles relèvent en quoi que ce soit d'une pensée de l'émancipation ou d'une pensée de l'égalité, mais qui relèvent purement et simplement d'une mise en spectacle et d'une commercialisation du corps de l'autre, en ceci qu'il est différent du mien, tout simplement. Donc, dans les débats que l'on peut avoir, ou que l'on devrait avoir aujourd'hui sur ces questions, peut-être pourrait-on en venir à rappeler ces données. Alors, pour finir, vous me laissez... Oui. Non, 5. Non, pour finir... Oui, je voulais quand même pas vous laisser sur cette sensation pénible
Vous savez, les historiens sont souvent des gens qui racontent des histoires pénibles. C'est même un peu, grosso modo, leur fonction. Quand elle est accomplie jusqu'au bout, c'est des empêcheurs de penser en rond, et ça me paraît une fonction très utile, y compris dans la société française contemporaine. Puisque j'ai évoqué ces questions de restitution, etc. Vous savez qu'il y a un terme qui aujourd'hui circule énormément dans le langage de la critique, de la pensée, de l'histoire de l'art, qui est la question de l'appropriation et de la réappropriation. Puisqu'on peut dire, je crois l'avoir prouvé, qu'il y a eu un effet massivement, sans vergogne, appropriation de références, de modèles, de formes artistiques, de cultures non occidentales par des mouvements occidentaux qui s'en sont saisis, soit comme accompagnement, soit comme stimulation, sans, j'y reviens, jamais se poser la question de leurs origines, de leurs fonctions initiales et des populations qui en étaient véritablement les auteurs et, si j'ose dire, les responsables. Alors, je voudrais finir, je reviens à l'art contemporain qui m'est un peu familier quelquefois, sur la réappropriation, en vous montrant 4 artistes, 2 Africains-Américains et 2 Africains, qui se saisissent des Demoiselles d'Avignon, pour 3 d'entre eux en tout cas. Donc, Robert Colescott. Robert Colescott est un peintre africain-américain, métis, dont vous avez évoqué tout à l'heure, madame, la question de l'appartenance, la question de l'identité. Colescott est quelqu'un qui a de manière très complexe, vécu sa situation d'artiste partiellement africain-américain. Et je vous montre deux œuvres qui sont évidemment des variations sur les Demoiselles d'Avignon, si ce n'est qu'elles sont devenues les Demoiselles d'Alabama, desnudas et vestidas, c'est-à-dire habillées et vêtues, le terme étant évidemment emprunté à Goya, la Maria Vestida et la Maria Desnuda, où, vous voyez, les rôles changent, les fonctions changent, et au fond, ce salon d'un bordel de Barcelone devient une maison, peut-être pas beaucoup plus respectable, d'ailleurs, de l'Alabama. Donc, je vous rappelle tout de même que c'est l'un des États du sud des États-Unis où la ségrégation a été la plus brutale, où le Ku Klux Klan a été le plus influent, et où aujourd'hui encore être un Africain américain est une situation, mettons, délicate, pour ne pas dire, dans certains cas, dangereuse. Deuxième exemple, et là, je vous invite vivement à faire une petite visite. Dans 8 jours, ou dans 15, ouvrira au musée Picasso, c'est bien le lieu, une exposition consacrée à Faith Ringgold. Faith Ringgold est une vieille dame, indigne naturellement, africaine-américaine également, de plus de 90 ans, et elle a réalisé, entre autres, œuvres. Son œuvre est extrêmement abondante, elle a été évidemment extrêmement mal montrée, ou pas montrée du tout, en France, jusqu'à une date récente. Elle a réalisé un corps, elle a commencé du côté des Black Panthers, et elle a ensuite évolué vers des œuvres tantôt plus politiques encore. En particulier, elle est l'auteur d'un tableau assez connu qui s'appelle Die Nigger, qui est évidemment le cri du Ku Klux Klan. Et je vous montre là 2 exemples de cette réappropriation d'une histoire de l'art moderne qui fonctionnait elle-même par appropriation. À gauche, Faith Ringgold, ou une jeune Faith Ringgold, posant ou faisant semblant de poser dans l'atelier d'un vieux Picasso en short, tout à fait conforme à l'image qu'il donne de lui dans le mystère Picasso de Clouzot, et les Demoiselles d'Avignon sont derrière, comme les masques, etc. Et de l'autre, Joe Baker, Josephine Baker Busdale, l'anniversaire de Josephine Baker, qu'elle célèbre dans l'atelier d'Henri Matisse. Puisque vous avez une citation de la Desserte rouge de Matisse à droite, et d'une nature morte, d'ailleurs assez cézannienne, de Matisse dans la partie gauche. Donc 2 artistes africains-américains qui ont véritablement pris en charge cette question et ont retourné
l'histoire à leur avantage, si j'ose dire. Et puis, alors, celles et ceux d'entre vous qui avaient vu l'exposition Ex-Africa connaissent Léonce Raphaël Agbodjelou, qui est un photographe béninois, qui a réalisé en 2012, je ne vous en montre que deux œuvres, une série très abondante qui s'appelle Les Demoiselles de Porto Novo. Donc, vous voyez, l'Alabama, Porto Novo, on voyage, et qui évidemment reprend la question de la nudité, la question du masque, c'est-à-dire toute la belle histoire des demoiselles d'Avignon, si ce n'est qu'il fait poser ces modèles dans des intérieurs européens, dans des intérieurs coloniaux qu'il a trouvé sur place et qui, évidemment, font un contraste assez brutal avec les bustes nus et les masques qu'il fait porter à ces modèles. C'est-à-dire que les demoiselles de Porto Novo sont, si j'ose dire, les petites ou les grandes, comme vous voulez, sœurs africaines contemporaines de celles d'Avignon. Et je finirai par deux masques en jerrycan d'essence du béninois Romuald Azoumé. L'un qui est un sans-titre et qui joue évidemment avec l'idée du masque africain, avec une totale liberté, et le deuxième à droite, qui est également d'ailleurs un bidon, agrémenté d'aiguilles, de talons aiguilles, de chaussures de dame, et vous saurez déchiffrer le titre et comprendre quel est le jeu de mots qui le sous-tend. Voilà, je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.